Bonjour et bienvenue à ce webinaire autour de la cohérence cœur-cerveau et du leadership. J'ai la chance de vous donner ce webinaire à partir d'un lieu qui est juste extraordinaire, dans une pinède à 900 mètres d'altitude. L'air est pur, on a une odeur de pin comme ça qui est très présente, très prégnante, avec une température un peu fraîche aujourd'hui, mais très agréable en tout cas, et j'espère que notre webinaire le sera tout autant. Alors, je vais vous partager l'écran avec nos diapos. Voilà, c'est parti pour notre sujet cohérence cœur-cerveau et leadership inspirant. C'est un webinaire que j'ai l'habitude de donner avec mon ami Antoine Remazet, qui n'est pas présent aujourd'hui, mais que nous pouvons inclure dans ce travail, puisque nous collaborons, lui et moi, sur le projet 109, qui est un programme de transformation que nous avons mis en place en 2024 et que nous continuons à développer. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire merci. Merci de prendre le temps d'être présent, prendre le temps d'écouter ce webinaire, parce que c'est un investissement en vous-même. C'est un temps que vous prenez pour vous-même. Et aujourd'hui, nous savons à quel point c'est important de prendre ce temps. Donc déjà, merci de prendre ce temps, mais aussi parce que nous aimons beaucoup commencer par un instant de gratitude. Et je vous invite à vous-même ressentir le sentiment de gratitude, de penser à quelqu'un qui vous a rendu service aujourd'hui, de façon très simple, ou simplement quelqu'un que vous appréciez, et de se laisser monter un merci, la gratitude pour cette personne. Et les raisons derrière ça, si vous êtes capable de ressentir le sentiment de gratitude, c'est que la gratitude est parfois considérée comme un médicament universel. C'est-à-dire que c'est un remède extrêmement efficace pour votre système immunitaire et système digestif aussi d'ailleurs, en tout cas qui a des effets apaisants. Quand vous êtes en stress, pendant une minute, vous allez générer des hormones du stress que votre système immunitaire évacuera à peu près en une heure. Une minute de stress, une heure, pardon, pour votre système immunitaire pour récupérer. Alors que si vous cultivez une minute de gratitude sincère, c'est pour ça que je vous invite à ressentir le sentiment. C'est pas juste la pensée de gratitude, c'est le sentiment qui l'accompagne. Vous allez commencer à sécréter des dizaines, voire des centaines de substances chimiques anti-stress et régénératrices. Donc vous voyez, il y a ce petit symbole à l'écran de la pharmacie. Vous avez une pharmacie à l'intérieur de vous, à condition de pratiquer la gratitude. Alors, la plupart de nos clients nous demandent souvent comment peut-on améliorer nos managers et même nos dirigeants pour qu'ils soient des versions nettement meilleures d'eux, parce qu'on sent bien qu'ils sont souvent au taquet, qu'ils sont en difficulté actuellement. Et le constat, c'est que tout va désormais très, voire trop vite. Et donc, les demandes, c'est aidez-nous à apprendre rapidement, à avoir des managers qui soient à la fois empathiques et très résilients, qui soient capables d'éveiller leur propre potentiel, mais aussi d'éveiller le potentiel de chacun, d'améliorer le cerveau collectif, l'ambiance de travail, de créer une culture du travail qui soit favorable à l'épanouissement et à la productivité, et en même temps d'être des leaders impactants. Et je passe encore quelques-uns des qualificatifs qui sont parfois évoqués, mais ça ressemble évidemment au mouton à cinq pattes. Pourtant, il est quand même possible de faire quelque chose pour aller chercher une meilleure version de soi au-delà de ce qu'on imagine. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Mais d'abord, quel est le constat? Lorsqu'on va dans les entreprises et qu'on regarde l'état des personnes avec lesquelles nous travaillons, lorsque nous sommes en formation ou en coaching, nous voyons que très souvent, la charge mentale et émotionnelle des personnes est très élevée. Charge mentale parce qu'ils sont préoccupés par des dizaines, des dizaines de sujets, souvent en parallèle. Et en plus, il y a des sujets qui sont des sujets qui ont une charge émotionnelle forte. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu réel, il y a un enjeu de survie parfois d'un département, d'une entité, de, d'une activité, mais aussi des enjeux relationnels derrière. Ça crée de nombreuses tensions. Parfois, le fait de vouloir faire avancer ce projet alors que d'autres départements n'avancent pas au même rythme crée des tensions. Et parfois, simplement, les autres personnes ne sont tout simplement pas disponibles. Et donc, ce qui perturbe très souvent et très largement des managers et des dirigeants, c'est cette charge mentale et émotionnelle. Évidemment, derrière ça, il y a de nombreuses choses, il y a de nombreuses explications. On va essayer de faire simple ici. L'idée, c'est qu'il y a d'abord des distractions incessantes. On est dans un monde ultra distrait. Il y a énormément d'informations dans tous les sens qui créent une sorte d'infobésité. Et certains, malheureusement,
tombe dans le piège de chercher toujours plus d'informations pour essayer de se rassurer, mais on sait aussi que ça a ses limites et que le trop d'informations finit par tuer l'information. Les réglementations, les contrôles, le reporting qui ne cessent d'augmenter. En Europe, en tout cas, la Commission européenne a endossé cette casquette de contrôleur, de surveillance, et les entreprises sont sous une masse de demandes constantes, de reporting, de suivi de certaines réglementations. Enfin, bref, vous avez compris, les réglementations ne cessent d'augmenter avec des contraintes administratives derrière et bureaucratiques. On demande évidemment aux salariés et aux managers de faire toujours plus avec moins de moyens dans un monde ultra complexe où vous connaissez les paramètres que vous avez sur la table, mais vous ne savez pas ce qui va en sortir de ces paramètres. Même si vous maîtrisez les paramètres, le résultat est très difficile à estimer. Avec une accélération des changements, c'est-à-dire que les changements se répètent, se succèdent les uns derrière les autres de façon très rapide. Et vous avez évidemment un contexte géopolitique de transformation. Actuellement, on sent que les équilibres sont largement bousculés, de l'inflation dans de nombreux pays, appauvrissement d'une partie de la population avec concentration des richesses dans les mains de quelques-uns, une planète évidemment qui est en souffrance. Tout ne va pas mal, il faut le dire aussi. Il y a des sujets qui sont plutôt rassurants, mais néanmoins, on tire sur la corde beaucoup, beaucoup, beaucoup trop pour notre planète. Pas de visibilité à long terme pour la plupart de nos projets, avec évidemment pour certains, pour beaucoup d'entre nous en tout cas, un avenir qui semble très incertain. Et en plus de tout ça, vous rajoutez l'intelligence artificielle qui bouscule les références aussi et qui risque de perturber de nombreux métiers tout en créant des opportunités. C'est important de se le rappeler. Va-t-elle créer des opportunités autant qu'elle va détruire des fonctions et des métiers? On ne le sait pas encore. Mais certains pensent que oui. En tout cas, certains sont très optimistes par rapport à ces sujets, d'autres sont beaucoup plus pessimistes. Donc aujourd'hui, on est dans cet entre-deux comme ça. Mais globalement, vous avez cette image là à l'écran qui montre l'état du cerveau, ou en tout cas de ce qui préoccupe la tête et le cœur des, des personnes. C'est-à-dire qu'il y a une forme de confusion, de brouhaha, de bruit permanent qui fait que c'est compliqué, c'est très compliqué de s'investir pleinement, d'être complètement disponible, d'aller chercher des ressources, d'aller créer de nouvelles ressources en tout cas. Ce contexte crée du stress chronique avec beaucoup de personnes qui sont en rejet de ce système, en colère contre le système ou anxieux. Il y a, on consomme des anxiolytiques à n'en plus finir. Ce sentiment parfois d'abandon, de dire bon, à quoi bon, pourquoi je m'occuperai de ça, et certains ont même tendance à se détourner du système tout en y restant, ce qui est très difficile à vivre parce que c'est-à-dire vous êtes dans une situation où vous allez travailler, en même temps vous n'avez pas envie d'y aller. Donc il y a toutes sortes de formes soit de déni ou de fuite. Ça crée pas un contexte favorable pour développer ses propres ressources, ses propres capacités. Quelques chiffres encore, puisque nous avons constaté que la santé mentale et émotionnelle des personnes se dégrade globalement. 7 personnes sur 10 sont en stress régulier, dont 40%, près de 40% sont en stress chronique. C'est juste énorme. Le stress chronique, si vous avez entendu ce que j'ai dit par rapport à la gratitude, c'est le lit des maladies. Et donc, on comprend que la plupart des personnes ne sont pas véritablement en bonne santé, ou en tout cas sont extrêmement fragiles actuellement, parce que le niveau de stress est beaucoup trop élevé. Il y a une part de responsabilité personnelle, mais il y a une part aussi liée à l'environnement. 44% des salariés sont en détresse psychologique, c'est une moyenne européenne. Entre 2007 et 2017, plus 15% de troubles anxieux, et entre 2005 et 2015, plus 18%. Je n'ai pas les chiffres tout récents, c'est difficile de les trouver, mais en tout cas, depuis 7-8 ans, les informations que j'ai de sociologues et psychologues avec lesquels je collabore ont tendance à dire que ça ne s'améliore pas du tout. Aux États-Unis, 37% des jeunes lycéens disent vivre avec un sentiment de désespoir quant à la vie, quant à leur avenir. 37%, c'est juste énorme. Donc, vous pouvez imaginer que c'est compliqué de grandir avec un sentiment de désespoir, et cette espèce de je ne fais pas confiance à l'avenir qui m'est proposé. Je ne me reconnais pas dans le projet qui est proposé. En Europe, les 18-29 ans sont à peu près en moyenne 20% en état dépressif et 15% dans des états d'anxiété chronique récurrente. Et en France, on consomme 70 millions de boîtes d'anxiolytiques par an. C'est juste énorme.
Et je pense que la France est le deuxième consommateur en Europe, je crois, de mémoire que l'Espagne est le premier. Alors, une explication possible de cette situation, c'est que le monde actuel, tel qu'il a été conçu, le monde du travail, le monde des affaires, vise des résultats financiers. Depuis les années 2000, on a une pression énorme qui s'est accentuée, en tout cas, pour obtenir des résultats financiers extrêmement rapidement. Mais globalement, la philosophie qui est derrière ce modèle, c'est qu'on est tombé dans un modèle où on a construit ensemble un modèle qui est trop matérialiste, qui est extrêmement consumériste, où tout devient consommable. Tout, et bientôt, on nous demandera de payer une taxe pour l'air pur quand vous êtes dans un endroit comme ici où l'air est juste magnifique. Vous allez devoir payer pour pouvoir aller respirer. En tout cas, c'est une tendance, c'est une caricature évidemment que je fais là, mais il y a une tendance dans cette direction, dans un monde où on en veut toujours plus vite, avec cette domination de la nature, mais jusqu'à la domination des humains, puisque les humains seront utilisés par d'autres pour remplir un certain nombre de tâches. Et si demain les humains ne sont pas capables de le faire, on essaiera d'y mettre des robots, des intelligences artificielles multiples pour permettre d'accomplir la finalité que les entreprises se proposent. On est dans un monde où la surveillance digitale grandit, la manipulation de l'information, les fake news et tout ça s'installe, ça devient la norme. Ce matin, j'avais une information d'une jeune spécialiste de l'intelligence artificielle qui disait que dans les 3 à 5 ans à venir, nous ne pourrions plus faire la différence entre une vraie vidéo et une fausse vidéo issue d'une intelligence artificielle, tellement les moyens sont aujourd'hui à la hauteur à la fois des attentes parce qu'on cherche à créer de très belles choses, mais en même temps, ces très belles choses vont servir et servent déjà à faire du faux dans toutes les directions. Là, cette jeune femme parlait d'un professeur qui s'était fait arrêter aux États-Unis parce qu'il avait fabriqué des faux profils liés à ses élèves avec des fausses vidéos, avec des images à partir des photos de ses élèves. Il avait mis ces photos dans un système qui permettait de créer des vidéos à partir de là, où on avait l'impression de voir les enfants de sa classe en mouvement. Alors, il a été détecté, il a été repéré, évidemment, mais on n'est pas sûr qu'on puisse le faire encore très longtemps. Voilà, ça c'est le monde d'aujourd'hui. Et à côté de ça, il y a des mondes émergents. Bon, ça ne veut pas dire que dans le monde actuel, tout est noir, hein. Il y a beaucoup de choses très positives aussi qui se passent, mais globalement, on voit que les difficultés commencent à peser et que le modèle est à bout de souffle et il y a des tentatives de réinvention du modèle. Et donc, on parle parfois de monde émergent au pluriel, où des chefs d'entreprise, des entrepreneurs visent la qualité plutôt que la quantité, sont dans des idées très affirmées de respect et de régénération du vivant. Ils cherchent pardon, la croissance personnelle et l'épanouissement de l'humain avant tout, c'est-à-dire que l'humain devient un objectif et pas un moyen, alors que dans le monde actuel, on a plutôt tendance à voir que l'humain est un moyen d'atteindre des objectifs et n'est pas une finalité en soi. Donc, c'est-à-dire que c'est un paradigme complètement différent, avec dans ce monde émergent, une inclusion de la diversité, une décentralisation des pouvoirs, coopération avec la nature et avec tout ce qui est vivant de façon générale. Donc ça implique une vision beaucoup plus large, peut-être même parfois jusqu'à spirituelle. Le problème que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans cet entre-deux. On sent que notre modèle s'épuise, mais a encore quelques années ou quelques dizaines d'années à vivre, et les autres modèles essayent tant bien que mal d'émerger. Et certaines entreprises les vivent. Il y a de nombreux exemples de ces entreprises aujourd'hui, mais elles restent encore marginales par rapport à toutes les entreprises du marché. Donc, c'est-à-dire que le niveau de conscience ou le niveau de maturité des personnes qui travaillent dans le monde du travail aujourd'hui n'a pas encore suffisamment cherché ces nouveaux modèles. On ne pousse pas suffisamment ces nouveaux modèles. Donc, nous avons à titre personnel une responsabilité de ce point de vue-là, mais en tout cas, si on fait le constat, c'est que nous sommes à peu près dans cet entre-deux comme ça, et cet entre-deux a des effets pervers, c'est-à-dire qu'il crée beaucoup de confusion parce qu'on ne sait pas à quel sein se vouer, dans quelle direction nous allons aller. Il y a beaucoup de peur, il y a évidemment une perte de repères. Chez certaines personnes, il y a des formes de résignation que j'ai abordées juste avant, hein. Des personnes qui disent, ah non, quoi bon, qu'est-ce que je peux faire face à ce système-là? Et donc, ils se replient un peu sur eux. Et ça
crée évidemment toutes les dynamiques de retrait, de manque d'engagement. Et vous pouvez imaginer que quand quelqu'un a déjà entendu le matin, avant d'aller travailler, toutes les informations négatives qui passent dans les radios ou à la télévision, et notamment ces guerres, par exemple, où vous entendez que des bombes ou des missiles sont tombés sur des enfants ou des hôpitaux, et qu'après, vous essayez de motiver vos salariés en leur disant, bon, aujourd'hui, on va passer une bonne journée, on va faire du bon travail et on va avancer sur nos reporting, nos projets, etc. Vous sentez qu'il y a un rapport de force dans l'information qui n'est pas nécessairement en faveur de ce que vous voulez amener. Et donc, il faut travailler ça, en tout cas, il faut en prendre conscience. Alors, deux axes pour s'en sortir rapidement. Le premier, c'est une sorte de nécessité, c'est peut-être une des bonnes nouvelles que ce monde en changement nous apporte, c'est que ça nous oblige à comprendre la nature humaine. Ça nous oblige à comprendre nos cerveaux et à chercher à libérer le potentiel individuel. Donc, nous rappeler que nous pouvons être des neuro-optimistes. Pourquoi neuro-optimistes? Tout simplement parce que le cerveau est une machine extraordinairement plastique qui peut se transformer à la demande si nous le décidons. Et ça peut aller extrêmement loin. Vous pouvez changer de personnalité. Ça prend un peu de temps, évidemment, selon l'âge aussi, selon l'ancrage des habitudes dans votre vie, mais il est possible d'aller bien au-delà de tout ce que vous imaginez. Et puis, deuxième aspect, pour le monde du travail, c'est de chercher à améliorer l'efficience partout, et notamment chercher à améliorer le cerveau collectif, la qualité relationnelle entre les personnes, et chercher à libérer ce potentiel collectif. On parlera un peu moins de ça aujourd'hui. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer des questions ou commentaires. On essaiera de répondre à ces aspects-là, puisque ça fait partie aussi des éléments qu'on aborde dans nos formations. Alors pour ceux qui aiment la lecture, il y a un excellent livre de Gary Hamel, qui est un chantre du New Management et du leadership, qui a écrit il y a quelques années maintenant, je crois que c'était en 2022 ou 2023, ce livre Humanocratie, où il évoque le fait que nous pouvons créer des organisations extraordinaires par et pour les gens qui composent ces organisations. Et globalement, une des idées qui ressort de ce livre, c'est que la réussite durable, elle s'appuie notamment, la réussite durable et la posture managériale qui va permettre de tout changer, c'est d'abord une bonne compréhension de la nature humaine et une capacité à coopérer à un très haut niveau. Et c'est possible. Alors, dans le cœur du réacteur de notre activité, il y a ce qu'on appelle les quatre phases des transformations durables. Puisqu'il s'agit de transformer aussi nos façons de travailler ensemble, nos façons de collaborer, il est important de se demander où faut-il appuyer, où faut-il activer le bras de levier. Et vous avez quatre points d'entrée qui sont extrêmement complémentaires et vous allez comprendre pourquoi ils sont complémentaires. Il y a des individus et il y a des groupes d'individus. Et pour chacun de ces deux-là, il y a un monde intérieur et un monde extérieur. Le monde intérieur de l'individu, donc notre espace intérieur, c'est nos valeurs, nos croyances, notre mentalité, notre état d'esprit, nos tonnes de conditionnement, nos façons de penser, nos traumatismes parfois aussi, nos névroses, nos peurs par exemple, qu'on ne manifeste pas nécessairement, qu'on ne dit pas, mais qui sont à l'œuvre dans un certain nombre de nos actions, nos ressentis, nos pensées, nos aspirations, ce à quoi on aspire dans la vie. Tout ça fait partie de notre intérieur qui prend corps à l'extérieur parfois de façon explicite, mais parfois de façon implicite. Et puis, nous avons pour le collectif exactement la même chose. La vision du collectif, sa mission, ses valeurs, parfois dites, parfois non dites. Il y a des valeurs qui sont affichées sur les murs, qui ne sont pas nécessairement celles qui sont vécues au sein de l'entreprise, vous savez ça. Il y a de nombreuses croyances, de nombreux postulats, il y a un état d'esprit qui est lié à l'entreprise ou à certains départements même. Et on peut mettre tout ça dans une appellation générique qui s'appelle la culture. Culture émotionnelle, culture relationnelle et tout ce qu'on peut encore y mettre autour de ça. Ça, c'est le monde intérieur, parfois visible et parfois pas visible. Et puis, il y a le monde extérieur de l'individu. C'est tous ses comportements, ses relations, ses actions, ce qui se voit. Et vous avez évidemment pour le collectif exactement la même chose, des pratiques, des rituels, des processus. Le plus grand rituel de l'entreprise, c'est les réunions, comment nous nous réunissons, la structure de l'organisation, tout ce qui se voit. Mais si vous regardez ça d'un peu plus près et vous dites, tiens, je vais transformer l'extérieur parce que j'aimerais que les gens se comportent autrement, j'aimerais qu'on mette en place de nouveaux processus, de nouveaux rituels, c'est très possible
Et vous pouvez mettre en place de nouvelles règles de fonctionnement. Mais si vous ne prenez pas en considération toute la partie intérieure, vous risquez de créer des oppositions naturellement parce que un certain nombre de personnes sont plus enclins à s'intéresser à la partie intérieure qu'à la partie extérieure. Et donc, si on veut aller chercher les sources des moteurs, les vrais moteurs de l'action, de la transformation, ils sont largement à l'intérieur. Et ça nous demande évidemment d'être attentif à la fois à l'extérieur, mais évidemment aussi à l'intérieur, et de créer des ponts entre ces deux mondes, de devenir une personne non indifférente, c'est-à-dire une personne qui est capable de voir ce qui se passe à l'extérieur, mais aussi de lire entre les lignes, de comprendre, tiens, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il y a derrière que je ne vois pas? Et ça demande un peu de travail, évidemment, d'attention, qui mène à une forme de lucidité quant au fait que certains projets réussissent, d'autres pas. Est-ce que c'est juste parce que l'action extérieure n'est pas saine, n'est pas adaptée, ou c'est parce qu'il y a d'autres choses à l'intérieur qui perturbent? Et ces questions sont clés aujourd'hui. Bien, comme on parle de leadership, rapidement aussi, on évoque très souvent une notion qu'on appelle chez nous l'écologie humaine. Et cette écologie humaine, elle s'appuie sur l'étude des relations. L'écologie, c'est l'étude des relations, entre autres. Et la première des relations, c'est la relation à soi-même. C'est comment vous vivez avec vous-même, comment vous vous acceptez, comment vous êtes attentif à vous. Il y a de nombreuses personnes qui ne sont pas capables d'évaluer correctement leur niveau de stress. Quand elles disent je suis un peu stressé, si on leur fait une prise de sang et qu'on voit leur niveau de cortisol dans le sang, on a plutôt envie de leur dire mais vous êtes ultra stressé. Et si on leur fait plusieurs prises de sang dans la journée, on va voir que le niveau de cortisol dans le sang, il est très élevé toute la journée. Donc il y a des personnes qui sont en stress chronique qui ne le voient pas. Quand un manager est en stress chronique, il a tendance à communiquer son stress aux autres et parfois, et ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, à mettre le problème à l'extérieur de lui. Parce que comme il ne le voit pas à l'intérieur, il a tendance à rejeter à l'extérieur. Donc la première des étapes, c'est toujours de prendre conscience de qui nous sommes, d'être attentif à soi et de comprendre un peu mieux comment nous fonctionnons. Ça demande un peu d'attention parce que certains s'éloignent d'eux pour diverses raisons. On va pas les détailler ici, mais c'est pas toujours facile d'aller voir à l'intérieur de soi. Mais c'est pourtant essentiel et nécessaire. Quel est mon niveau d'acceptation de moi-même? Ou tout simplement, pour le dire autrement, est-ce que je m'aime comme je suis? Et si vous êtes capable de répondre un vrai oui, à ce moment-là, vous commencez à avoir une bonne relation à vous-même ou même une très bonne relation à vous-même. Une fois que la relation à soi est équilibrée, qu'on a trouvé un peu d'équilibre à cet endroit-là, on peut aller dans une relation aux autres qui est beaucoup plus saine, beaucoup plus simple, qui va pouvoir mener à une culture de l'empathie, une culture du feedback, une culture de la diversité qui est bien plus simple. C'est-à-dire que l'acceptation des autres est facilitée dès l'instant où je m'accepte moi-même. Lorsque je ne reconnais pas mon stress et que je vois les autres en stress, j'ai tendance à même être agressif vis-à-vis des autres, parce qu'en fait, les autres sont simplement un miroir de ma propre situation que je ne veux pas voir. Or, il y a une sorte de sagesse de la vie qui nous renvoie constamment qui nous sommes. Donc c'est important d'apprendre à lire ça et de regarder ça d'un peu plus près. Une fois que cette relation aux autres est aussi équilibrée, travaillée, évidemment, derrière ça, vous pouvez voir tous les outils de communication, toutes les formations autour de la communication non violente et toutes ces choses. Il y en a de nombreuses aujourd'hui qui sont tout aussi intéressantes les unes que les autres et qui vont permettre de créer du lien fort et de la fluidité à l'intérieur du système. Mais une fois que ces deux piliers, relation à soi, relation aux autres, est stabilisé, la relation à l'organisation devient relativement simple. En tout cas, ça devient très très fluide et la relation à la vie, elle devient aussi elle-même beaucoup plus saine et beaucoup plus simple. Ça permet d'aller créer des écosystèmes positifs. Alors, on va parler un peu onde cérébrale maintenant. Le but étant de comprendre cette nature humaine, puisqu'on fait un focus là-dessus aujourd'hui, et d'avancer vers cette idée de cohérence cœur-cerveau. D'abord, au niveau des ondes cérébrales, il est important de comprendre que selon les différents états dans lesquels nous sommes, nous émettons des ondes cérébrales qui vont être très différentes les unes des autres. Et déjà, si nous comprenons un peu ce monde-là, nous allons comprendre qu'il y a des choses qui sont vraiment nécessaires et vitales. Autant il est vital de manger, d'avoir une hygiène de vie, d'aller se laver de temps en temps, autant il est important de temps en temps de prendre soin de son cerveau de la même façon. Alors, quelles sont les différentes grandes ondes qu'on connaît aujourd'hui? On connaît les ondes delta, θ, alpha, bêta. Il y a encore les ondes gamma qui sont voilà, un monde un peu particulier. On ne va pas en parler aujourd'hui. Les ondes delta, c'est les ondes majoritaires de l'enfant de 0 à 2 ans, mais qui, pour un adulte, correspondent à un sommeil profond.
un état de récupération. Les ondes θ sont les ondes vécues principalement chez l'enfant de 2 à 6, 7 ans, qui sont en état d'hyperréceptivité, qui correspondent à un état d'hypnose ou de semi-hypnose, ou dans lequel on apprend extrêmement bien et vite. Quand on est en onde θ, notre cerveau est très réceptif. Et donc, ça facilite l'apprentissage. On reçoit beaucoup plus facilement. Tout simplement, par exemple, on écoute mieux. Certaines personnes en ondes θ sont capables d'entendre ce qu'elles n'entendent pas quand elles sont en ondes plus élevées. Donc, il y a une forme de grande ouverture, de réceptivité, et votre cerveau fonctionne de façon plus globale, plus holistique. C'est très intéressant. Et évidemment, ces ondes sont très développées et très utilisées par les enfants, ondes delta et θ, parce que l'enfant a besoin d'apprendre énormément, de se transformer énormément, de se réparer énormément, parce que la transformation d'un enfant, elle est juste extraordinaire entre 0 et 7 ans. Ensuite, nous passons aux ondes alpha, entre 8 et 13 Hertz. Ces ondes sont plutôt un état de détente, de relaxation légère, mais en même temps un état de créativité. J'ai une pensée qui est très active, mais en même temps non distraite. Et on a même aussi toujours en alpha des pensées intuitives très simples, très directes. C'est-à-dire je fais des liens entre les choses sans avoir à y réfléchir. Ça se fait naturellement. Ça se fait parfois encore plus en θ, mais en alpha déjà on accède à quelque chose qui est très intéressant tout en étant déjà dans un état de vigilance, tranquille évidemment, très sereine, mais je peux être attentif, concentré sur un travail, être en mode alpha. Et ça nous arrive à tous très souvent sans rien faire d'autre que ce qu'on est occupé à faire. On a des états parfois où nous sommes en alpha. Mais nous passons plus de temps dans notre journée dans des états qu'on appelle bêta. On a du bêta bas, entre 13 et 15 Hertz. La fourchette bêta va entre 13 et 30 Hertz au total. Mais le bêta bas 13-15 Hertz est très proche de l'état alpha. C'est toujours cet état de calme attentif, de concentration tranquille. L'apprentissage est facilité. Je me sens bien dans ce que je fais et je vois pas le temps passer. Donc il y a une forme de bien-être naturel qui découle de cet état-là, comme on l'a aussi dans alpha et theta. Certains vont jusqu'à ressentir une forme de joie légère. Elle n'est pas nécessairement conscientisée, mais elle est présente, et de contentement ou de satisfaction, en tout cas du travail qui est fait. Puis vous avez bêta moyen, où là, on a une pensée logique beaucoup plus focalisée. Là, vous avez le cerveau qui se focalise, donc quelque chose en nous se rétrécit un tout petit peu pour pouvoir axer l'énergie dans la direction de ce qu'on cherche. Donc, pensée logique plutôt, on a une vigilance mentale qui augmente encore à cet endroit-là, et l'activité intellectuelle, elle est considérée comme normale, mais c'est actif. Et puis, vous avez du bêta élevé, où là, on est dans un état de vigilance ou même d'hypervigilance, souvent lié à un état de surcharge mentale. En tout cas, les personnes qui sont en bêta élevé traduisent très souvent cet état de charge mentale que j'évoquais tout au début. Et souvent, on cette expression de dire oh, c'est trop, j'en peux plus. Là, il y a un stress récurrent, en tout cas quand on est trop longtemps en bêta élevé. Et il y a des risques, et c'est très manifeste, d'agitation. On le voit, des personnes s'agitent. Productivité qui n'est pas très pertinente, c'est-à-dire qu'ils font des choses, ils ont l'impression de produire beaucoup, mais en réalité, les résultats sont très moyens. Donc, ils dépensent beaucoup d'énergie pour peu de résultats. Il y a facilement des ruminations et états de dispersion. Et là, évidemment, il y a des états émotionnels qui ne sont pas très favorables à la créativité et à l'action pertinente. Souvent des états d'anxiété, de colère, d'agacement, d'irritation, parfois de tristesse, tristesse entretenue, de déception comme ça, ou de frustration, qui sont très présentes. Et si on vient travailler avec cet état, cette atmosphère intérieure, très très facilement on est en bêta élevé. Le moindre souci nous met en rogne et on est hyper réactif. Et donc, on perd assez facilement nos repères et nos moyens, puisque, en fait, c'est notre cerveau et la machine, notre corps, qui prend les commandes et sans que j'aie le temps de penser aux choses. Alors, ce bêta élevé, normalement, il est réservé à des environnements de travail à haute pression, ce qui n'est pas le cas de la plupart des métiers. Si vous êtes chirurgien, évidemment que vous devez euh, être dans un état le plus favorable possible, et ça peut être parfois le cas d'être en bêta élevé quand il y a un niveau de stress. Mais vous savez aussi qu'on apprend à ces personnes à être dans un état qui n'est pas justement bêta élevé.
des personnes, des pilotes de chasse ou des gens qui ont des métiers comme ça stressants. Un jour, j'ai eu l'occasion de rencontrer des électriciens qui travaillent dans des systèmes où leurs gestes devaient être mesurés parce que proche d'eux, il y a des bobines à 10 000 volts et donc il n'est pas question de faire un geste brusque pour faire le travail qu'on a à faire. Donc ça demande une concentration et un travail. Mais souvent, on va aider ces personnes à travailler à des états plus bas, donc en bêta bas, en alpha, pouvoir être très présent, très attentif, sans se laisser embarquer par le stress. Mais souvent, bêta élevé, on trouve ça aussi, ces états facilement face aux écrans. Donc, pour les enfants qui ont besoin de rester en delta et theta, si vous êtes parent, je vous invite vraiment à faire en sorte de supprimer autant que possible les écrans, parce que la vibration des écrans, les écrans envoient des images, 24 images par seconde ou 25 images par seconde en Europe. Le cerveau essaye de s'adapter à cette fréquence. Et 25 images par seconde, ça fait 25 Hertz. Donc on est automatiquement en bêta élevé et le cerveau de l'enfant aura tendance à aller dans cet état sans même s'en rendre compte, puisque le cerveau de l'enfant, il s'adapte autant que possible, mais il ne bénéficie pas des bienfaits de delta et theta. Voilà, évidemment, ce monde bêta élevé entraîne un certain nombre de distractions, parce qu'on est encore plus facilement distrait, et on cherche même les sollicitations, parce que ça donne cette impression d'exister. Donc il y a cette espèce d'ambiguïté comme ça, où à la fois on voudrait ne pas avoir tout ça, mais en même temps on les cherche. Souvent sur stimulation mentale. Et c'est un état qu'on appelle le mode survie, qui est un mode de stress. Il y a vraiment un état qui correspond dans le corps, dans la physiologie, un état qui est celui de la personne qui est en état de survie. Pas en état de vie, en état de survie. Donc absolument pas créative. Parce qu'en état de survie, on ne cherche pas à être créatif. Alors je vais passer très rapidement sur les signaux indiquant qu'on est en bêta élevé. Ils correspondent assez fortement aux états de stress également. Donc, si vous êtes souvent épuisé, fatigué de façon chronique, vous pensez trop, vous avez un mental qui est extrêmement actif, vous ressassez constamment, c'est déjà des signes que vous êtes trop souvent en bêta élevé. Alors, un cerveau non stressé ne fonctionne pas du tout de la même façon qu'un cerveau stressé. Un cerveau non stressé, il a tendance à faire travailler toutes ces zones de façon plus harmonieuse. Donc, il y a une coopération entre les différentes parties du cerveau. Et on a, à partir de ça, une maîtrise des pensées, des émotions et de l'action qui est beaucoup plus claire, beaucoup plus serrée en tout cas. Et on agit avec plus de clarté, alors qu'un cerveau stressé, le cortex préfrontal a tendance à se débrancher, en tout cas il est court-circuité par d'autres parties du cerveau, et le cerveau se compartimente. C'est-à-dire que certaines parties vont agir indépendamment de ce qui se passe à côté. Et donc, c'est comme si ça sursautait à gauche, à droite, sans arrêt. Ça s'agite de façon incohérente. Donc, on parle aussi d'incohérence neuronale. Mais certaines personnes sont accros à cet état. Et tellement accros qu'elles ont parfois peur de ralentir, peur de se mettre dans des états alpha ou theta, parce qu'elles ont l'impression que là-dedans, il se passe rien, parce qu'elles ont besoin de réapprivoiser ce monde-là avec lequel elles ont perdu le contact. Le problème, c'est que il faut passer par cet état de peur, il faut traverser cet état de peur pour pouvoir y accéder et accepter que c'est pas si facile que ça. En tout cas, quand on est très accro au stress. Et ça concerne, cette addiction au stress concerne probablement plus de 3 ou 4 personnes sur 10. Donc c'est beaucoup, hein. Alors en résumé, la non-cohérence cœur-cerveau concerne donc 7 personnes sur 10. Ils passent la majorité de leur temps en bêta moyen ou élevé, avec cette addiction que j'ai évoquée juste avant. Et la cohérence cœur-cerveau, par contre, on va expliquer après comment elle se crée, mais elle se crée déjà en descendant dans des états alpha et theta. Et elle est plutôt encline à provoquer des états de joie, de gratitude ou de sérénité, mais qu'on peut provoquer soi-même. C'est-à-dire qu'on peut les cultiver. Et ça va avoir des effets multiples sur notre biologie. Mais déjà, le rythme cardiaque cohérent, la stabilité électrique du cerveau et ces accès facilités à alpha et theta sont les indicateurs principaux qui nous intéressent ici.
Alors, les bénéfices de la cohérence cœur-cerveau sont nombreux. Vous avez beaucoup plus de clarté mentale, capacité à vous concentrer qui est beaucoup plus forte. La prise de décision est accélérée. Ça signifie que lorsque vous devez prendre une décision, même s'il y a certains éléments qui vous échappent, vous pouvez faire les liens plus facilement et vous êtes prêt à prendre des risques là où vous n'en prendriez pas avant. Ces risques sont mesurés, ces risques sont calculés parce que vous avez une pensée claire, mais il y a quelque chose en vous qui dit, OK, je peux y aller. Ou parfois, vous dites, ça, j'y vais pas. Et puis, vous pouvez tirer sur le fil et voir pourquoi vous n'y allez pas. Donc, c'est très aidant quand on doit prendre des décisions en situation complexe. Vous avez beaucoup plus facilement une vision plus globale. Sur le plan émotionnel, les choses se régulent sans faire grand-chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire de longs cours et formations sur l'intelligence émotionnelle. Par le travail de cohérence cœur-cerveau, la machine s'apaise. Et vous, par vous-même, vous observez vos états émotionnels que vous pouvez réguler beaucoup plus facilement. Et ça produit évidemment une diminution du stress et de l'anxiété. Vous sentez une plus grande stabilité intérieure, surtout face enfin, ou même face à la pression et aux sollicitations multiples. Amélioration de la santé physique, hein, c'est loin d'être négligeable. Votre capacité à gérer votre énergie physique, elle devient plus simple. Et vous sentez que votre biologie est plus stable. Les relations sont plus fluides, parce que globalement, vous êtes dans un état où vous êtes en lien plus facilement avec les autres, où vous acceptez les autres beaucoup plus facilement. Plus grande écoute, plus grande empathie. Et ça a des effets étonnants sur la cohésion d'équipe. Quand vous avez dans un groupe des gens qui volontairement cherchent à être plus dans la cohérence cœur-cerveau, la cohésion d'équipe s'améliore. Évidemment, les performances sont optimisées, sont améliorées nettement. L'équilibre action, discernement, rigueur, créativité est tout le temps là. C'est-à-dire que vous avez à l'intérieur de vous une capacité à dire j'y vais pas, vous savez pourquoi, ou à certains moments être à la fois rigoureux et en même temps être très créatif et même sortir de cet état de rigueur, mais en même temps marier les deux, être capable de combiner ces états. Alors, comment on crée plus de cohérence et empêcher notamment les grandes fuites d'énergie? D'abord, c'est décider de devenir une meilleure version de soi. C'est être au clair avec les intentions que vous voulez porter. C'est-à-dire s'il faut s'asseoir et dire, mais qui je veux être? Si ça n'est pas écrit, vous savez pas ce qui va prendre les commandes. C'est-à-dire que c'est votre humeur du matin, ou c'est la radio avec les mauvaises nouvelles qui va décider pour vous, ou c'est l'humeur de votre chef, ou c'est tout ce qui se passe autour de vous, à l'extérieur de vous, qui va décider pour vous. Et le travail consiste d'abord à soi-même prendre le temps d'écrire et de se dire, mais qui je veux être? Et qui je veux être, ça ne veut pas dire qu'il faut faire la révolution sur tout, ça veut dire simplement confirmer ce que j'aime de moi, ce que j'apprécie de moi, et puis peut-être rajouter quelques éléments pour dire où est-ce que je veux aller, où est-ce que je veux m'améliorer. Ça génère la clarté mentale. Dans le programme 109, nous avons préparé un document qui est assez costaud comme ça, c'est un travail qu'on fait en 1 à 2 journées, où on va accompagner les personnes pour rédiger leurs intentions et prendre le temps de comprendre pourquoi c'est important de savoir quel corps je veux, quelles émotions je veux cultiver, quelles pensées je veux entretenir, quel type de relation je veux avoir dans mon couple, avec mes enfants, avec mes amis, quelle vie professionnelle je souhaite, quelle est ma situation de carrière ou financière que je cherche. Voilà, avoir une clarté mentale sur tous ces sujets va devenir un guide dans votre vie. Et la clarté, elle découle de ça, tout simplement. Ça veut dire qu'il faut être capable de porter ses intentions avec clarté. Et ça peut être très très simple, hein. Il suffit de définir par exemple une qualité que vous souhaitez développer. Si par exemple vous souhaitez devenir quelqu'un de serein, si vous êtes quelqu'un d'agité ou de facilement irritable, ça devient votre intention. Mais il faut vous le rappeler tous les matins et répéter ça extrêmement régulièrement dans votre journée en disant j'ai décidé d'être ça. Parce que la mécanique que vous êtes, c'est-à-dire vos conditionnements du passé, vont parfois aller à l'encontre de vos intentions. Et c'est là où ça va devenir intéressant, c'est-à-dire que votre intention, elle va vous dire, elle va vous inviter à choisir qui tu veux être. Cette nouvelle version que tu as décidée ou la mécanique dans laquelle tu as été, à laquelle tu as été conditionné. Voilà, donc ce travail est vraiment intéressant et vous permet d'avancer, d'accélérer en tout cas votre évolution. Et puis il y a un deuxième travail qui consiste à apaiser le cœur. Et ça se fait notamment par la cohérence cardiaque, par toutes les pratiques de centrage, de méditation, qui vont permettre de descendre en fréquence, qui vont vous permettre de descendre de bêta élevé à bêta moyen, à bêta bas, à alpha, voire à theta, et parfois même dans certains états méditatifs profonds, à des états delta. C'est plus rare, mais c'est possible, c'est possible. Et là, vous avez une perception quand vous êtes en θ, par exemple, vous avez une perception
de la vie et de vos difficultés, de vos problèmes, qui n'a plus rien à voir avec comment vous les voyez quand vous êtes en bêta élevé. C'est plus le même monde. C'est comme si vous regardiez le monde avec des ressources complètement nouvelles. Et souvent, vous trouvez des solutions en alpha ou en θ qui sont impossibles à voir quand vous êtes en bêta élevé. Parce qu'en bêta élevé, votre cerveau, c'est comme s'il était rétréci. Il ne cherche la solution que dans un état, que dans une direction très réduite. Très réduite. Donc c'est vraiment très intéressant de cultiver ces états alpha et θ, de les travailler volontairement, d'où l'importance de cette hygiène de vie, par exemple, d'apprendre à méditer régulièrement ou de pratiquer la cohérence cardiaque une, deux à trois fois par jour. Et même de temps en temps de pratiquer de façon intensive ça pour aller toucher ce qui peut être réveillé en vous dans certains stages auxquels nous avons participé et que nous enseignons aussi, on pratique la méditation pendant 45 minutes, 50 minutes, plusieurs fois par jour, comme ça, parfois jusqu'à 1 heure et demie. Et ça va créer des états très particuliers qui nous permettent de regarder notre vie et le monde d'une façon qui n'a plus rien à voir avec ce qui était là juste avant. Et le fait d'avoir vécu ça nous fait prendre de la hauteur et du recul qui est vraiment très intéressante pour nos vies. Apaiser le cœur, ça veut dire, comme on l'a déjà évoqué, être attentif à soi, mais aussi, ça va nous permettre, quand on est en état apaisé, d'être attentif aux autres et notamment au chant, à qu'est-ce qui se passe dans l'espace entre deux personnes. Vous savez, vous avez entendu cette expression qui dit il y a l'électricité dans l'air quand deux personnes sont un peu en tension, comme ça, et parfois on le perçoit sans même qu'il y ait deux mots qui soient dits. Eh bien, vous pouvez de la même façon être attentif aux chants positifs. Et vous pouvez créer des chants positifs à partir de votre intention. Donc vous voyez que ça peut aller de choses extrêmement simples, à cultiver la sérénité pour soi-même ou quoi que ce soit d'autre, ou développer des compétences que vous n'avez pas aujourd'hui, jusqu'à aller créer des chants et des ambiances de travail qui vont vous permettre de vous faire du bien, mais faire du bien aussi à beaucoup de gens autour de vous. Et la troisième clé de créer plus de cohérence et empêcher ces fuites d'énergie, c'est simplement de répéter ces deux premières étapes. Il faut les répéter régulièrement et souvent. C'est pour ça qu'on dit posez vos intentions, rappelez-les-vous chaque matin, pratiquez la cohérence cardiaque ou l'une ou l'autre méditation. Et au début ou à la fin de la méditation, prenez le temps de répéter vos intentions. Le soir, avant de vous coucher, dans en tout cas les dernières minutes avant de vous endormir, prenez le temps de vous rappeler vos intentions, de vous rappeler l'état émotionnel dans lequel vous êtes, si votre intention est réalisée. Et bon, ça s'apprend, on va pas, je vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais c'est des choses extrêmement importantes. Il existe des tonnes d'informations sur ces sujets sur le net aujourd'hui. En tout cas, c'est des pratiques relativement simples qui demandent juste un peu de pratique régulière. Mais si vous prenez le temps de prendre soin de votre corps en vous douchant régulièrement, en vous lavant les dents régulièrement, eh bien prenez le temps aussi de le faire sur le plan émotionnel et sur le plan intellectuel. Et vous verrez des transformations majeures dans votre vie. Et votre intention ne pourra pas faire autrement que de se réaliser. Alors, comment créer plus de cohérence, toujours dans cette idée, et avec un exercice extrêmement simple. Votre état émotionnel a une influence sur votre capacité à créer de la cohérence. Et donc, quand vous êtes dans un état émotionnel négatif, il est intéressant de passer à un état positif, rapidement, sans déni, sans rejet, c'est-à-dire c'est pas une fuite de votre état, il faut faire le constat, l'acceptation de votre état émotionnel. Par exemple, si vous êtes en colère, si vous êtes déçu, si vous êtes inquiet, euh, acceptez, reconnaissez-le et acceptez-le. D'accord, je suis ça, je vois ça, j'ai ça en moi. Et puis derrière, vous souriez pendant 10 secondes et vous forcez un peu le sourire pour que vos zygomatiques travaillent là. Et 10 secondes. Et en 10 secondes, vous allez voir une amélioration, c'est-à-dire que votre état émotionnel se transforme. Vous pouvez aussi utiliser la gratitude, ça marche tout aussi bien, à condition de le faire pendant quelques secondes aussi. Si vous le faites de façon distraite, de façon mécanique, ça perd sa force. Ça vous demande d'y être, de le faire en présence, d'être conscient de ce que vous êtes en train de faire. Voilà, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur la cohérence cœur-cerveau. Quelques clés, en tout cas rapides. Vos questions sont bienvenues, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. J'y répondrai ou Antoine y répondra avec grand, grand plaisir. Et je vous souhaite simplement un bon travail, bon amusement avec ces notions. Essayez de les mettre en pratique assez rapidement.
Essayez de tirer quelques idées et de les pratiquer de telle façon à ce que ça ne reste pas simplement une information intellectuelle quelque part dans votre cerveau, mais que ça rentre à l'intérieur de vous pour que ça devienne vraiment vivant. Là, en tout cas, mon invitation. Voilà, je vous souhaite encore une très très belle journée. Bon travail, bon amusement. Portez-vous bien.